Afin de pouvoir réaliser l'unification de l'Allemagne par le fer et par le sang, le chancelier Bismarck piège la France pour que celle-ci lui déclare la guerre. La guerre franco-prussienne oppose la France et une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse entre 1870 et 1871. Après 6 semaines de défaites consécutives pour les troupes françaises, la bataille de Sedan et la capture de Napoléon III le 2 décembre 1870 provoquent la chute du Second Empire. En effet, les Parisiens se révoltent et la République est proclamée le 4 septembre 1870. Se met en place un gouvernement de défense nationale qui décide de poursuivre la guerre. Le conflit continue jusqu'au 29 janvier 1871. Entre septembre 70 et janvier 71, Paris est assiégé et subit la famine. Le bilan du conflit est lourd, avec 100 000 victimes. Le traité de paix de Francfort acte la perte de l'Alsace-Moselle et le versement d'une compensation financière à hauteur de 5 milliards de francs or. Le départ des Allemands du territoire français est conditionné par le paiement en totalité de cette compensation. Le dernier soldat allemand partira en 1873. De même, avec la perte de l'Alsace-Moselle, c'est 1694 communes et 20% du potentiel minier et sidérurgique français qui passent à l'Allemagne. Face aux élections de 1871 qui voient la victoire des royalistes, certaines villes, et particulièrement Paris, s'insurgent. Les communards parisiens appellent à l'instauration d'une nouvelle république. Réprimée dans le sang, cette commune se termine en massacre après 72 jours d'existence. À Paris, on dénombre 30 000 morts, 40 000 arrestations, des centaines de condamnations à mort et des milliers de condamnations aux travaux forcés ou à la déportation. La nouvelle République, la troisième, naît dans le sang. Une des figures emblématiques de la Commune est Louise Michel. Cette institutrice est sur tous les fronts, que ce soit dans les combats et sur les barricades, pour se battre ou pour aider les blessés, ou dans les réalisations sociales d'inspiration égalitaire et laïque. Elle sera jugée et déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle n'en reviendra qu'en 1880. La Troisième République est pour l'instant la République qui a connu la plus longue durée de vie. Elle est proclamée le 4 septembre 1870, suite à la défaite de Sedan, et s'achève 70 ans plus tard, en 1940. Pourtant, il était loin d'être évident qu'elle perdure suite à sa proclamation de 1870. En effet, la majorité issue des élections de 1871 est royaliste. Le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, désigné comme héritier du trône par celui-ci avant son départ en exil, est pressenti pour incarner une restauration monarchique. Son refus d'adopter le drapeau tricolore, symbole important depuis la Révolution française, fait dire à Adolphe Thiers en 1873 que la monarchie est impossible. La progression du vote républicain en France permet l'adoption définitive du régime républicain. La République sort de son statut provisoire avec le vote des lois constitutionnelles de 1875. Ces lois constitutionnelles font de la Troisième République un régime démocratique. En effet, il existe une séparation des pouvoirs et le suffrage universel masculin est maintenu. De plus, c'est un régime parlementaire, dans la mesure où le président de la République est élu par les instances qui incarnent le pouvoir législatif, le Sénat et la Chambre des députés. Ces deux chambres ont la possibilité de renverser le gouvernement. Une succession de lois votées sous la Troisième République et s'appuyant sur les principes de la Révolution française permettent le développement des libertés. Elles se fondent sur la liberté de pensée, d'expression et de communication. Il s'agit de la liberté de la presse en 1881,
de la liberté syndicale en 1884 et de la liberté d'association en 1901. Le service militaire obligatoire pour tous les citoyens français âgés de 20 à 40 ans est mis en place dès 1871. Cette réforme est décidée en réaction de la défaite de Sedan, ainsi que du besoin de fédérer les Français autour du nouveau régime républicain. Jusqu'en 1889, un tirage au sort détermine la durée de ce service militaire qui peut durer jusqu'à 5 ans. De 1889 à 1905, des réformes sont introduites afin d'instaurer une meilleure égalité entre les citoyens, comme la fin du tirage au sort et une durée de service identique pour tous. Avec l'accroissement des tensions à la veille de la Première Guerre mondiale, le service militaire est porté à 3 ans. Au travers des lois de 1881 et de 1882, Jules Ferry met en place l'école gratuite, laïque et obligatoire pour les deux sexes de 6 ans à 13 ans. Désormais, l'instruction religieuse est à la charge des familles en dehors du temps scolaire. Celle-ci est remplacée à l'école par des cours de morale. Le nouveau dieu des écoliers, la République. L'instruction est indispensable dans le cadre d'un élargissement du corps électoral mis en place par l'introduction du suffrage universel masculin de 1848. Les citoyens doivent pouvoir décider en conscience, sans l'influence du clergé, considéré comme l'ennemi du régime républicain. Victor Hugo est davantage qu'un poète et un romancier français du XIXe siècle. Il a exercé des fonctions politiques et a été le symbole de la liberté et de l'intégrité face au régime de Napoléon III. Après avoir constaté l'échec de la résistance face au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851, il s'exile. Il restera 19 ans hors de France, malgré l'amnistie générale proclamée en 1859 par Napoléon III. La liberté est partie, je rentrerai quand la liberté rentrera. Il revient en effet en France dès le lendemain de la proclamation de la Troisième République. Il reprend des activités politiques et de 1876 jusqu'à sa mort en 1885, il siégera en tant que sénateur de la Troisième République. Le 31 mai 1885, le corps de Victor Hugo est exposé une nuit sous l'Arc de Triomphe. Le lendemain, 2 millions de personnes suivent son cortège jusqu'au Panthéon, qui accueille, comme le proclame le fronton, les grands hommes dont l'action est digne de la reconnaissance de la patrie. La loi de séparation des églises et de l'État, signée en 1905, ne vise pas spécifiquement la religion catholique, mais l'ensemble des religions. C'en est fini du concordat signé sous le consulat de Napoléon Bonaparte en 1801. La laïcité se caractérise par la liberté de conscience et la liberté de culte. De même, l'État respecte une stricte neutralité vis-à-vis de l'ensemble des religions. Enfin, tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelle que soit leur religion. Cependant, cette loi de séparation des églises et de l'État affirme que l'ensemble des lieux de culte, ainsi que leur mobilier, sont désormais propriété de l'État. Lorsque les inventaires de biens débutent, certaines communautés, appuyées par la papauté, s'opposent à ceux-ci. Le gouvernement se résigne à considérer que le curé est bien l'occupant de son église, même s'il est occupant sans titre. La loi de 1905 est violemment dénoncée. L'extrême droite crie à la persécution, tandis que l'extrême gauche considère qu'elle ne va pas assez loin. Au final, cette loi entérine une laïcisation qui n'a fait que progresser depuis la Révolution française. Suite à la découverte de la trahison d'un officier français
qui transmet des renseignements confidentiels à l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, le capitaine Dreyfus, qui est juif, est accusé de cet acte. Il est reconnu coupable et condamné à la déportation en 1894 après avoir subi une dégradation militaire. Le véritable coupable, le commandant Esterhazy, est démasqué, jugé pour être finalement acquitté. Afin de sauver l'honneur, l'armée française fabrique des faux accusant Alfred Dreyfus. Émile Zola, écrivain et journaliste français, révolté par cette injustice, adresse une lettre ouverte au président de la République en 1898, parue dans le journal L'Aurore. Il y dénonce le complot et les mensonges entourant cette affaire. Comme prévu, il est poursuivi en justice pour diffamation, ce qui lui permet d'exposer les faits et la vérité. Cette affaire se transforme en véritable crise morale et politique, où l'antisémitisme de la société française se dévoile. Ce n'est qu'en 1906 que Dreyfus est réhabilité par le gouvernement. La Troisième République s'oppose au droit de vote des femmes. Les hommes considèrent que les femmes sont faites par nature pour la maternité et que ni leur intelligence ni leur caractère ne sont adaptés aux exigences de débat et des affaires publiques. Des femmes s'organisent afin de revendiquer leurs droits politiques. On les appelle les suffragettes. Celles-ci considèrent qu'on les maintient en état d'esclavage, point de vue relayé par Victor Hugo lui-même. Les femmes mettent en avant leur participation comme la manifestation d'une égalité et une garantie de moralisation sociale. Ces revendications politiques doivent permettre à terme aux femmes d'atteindre l'émancipation.